Dans cette dernière partie, on va s'intéresser au contrôle de la fonction respiratoire. Et il va de soi que le contrôle de la fonction respiratoire ne peut pas s'exercer sur la structure de la surface d'échange. Ça, c'est le résultat de l'évolution, donc c'est donné une fois pour toutes pour cet organisme. Par contre, pour un organisme donné, il peut y avoir un contrôle de la convection externe, donc de la ventilation, et il peut y avoir un contrôle de la convection interne, qui est la circulation. Donc, si on résume, la surface d'échange, elle, c'est le résultat de l'évolution. Donc, il n'y a pas de contrôle à l'échelle de la vie de l'organisme. Par contre, le contrôle de la convection est possible et nous allons montrer que les gaz respiratoires sont responsables du contrôle de la convection et il existe aussi un possible contrôle de la circulation. Alors nous ne nous étendrons pas sur le contrôle de la circulation dans ce cours puisque la circulation est l'objet du prochain cours. Donc dans le prochain cours, vous pourrez avoir tous les éléments pour montrer comment est contrôlée la convection interne, en particulier en fonction de l'activité de l'organisme et nous prendrons le cas de l'adaptation de la circulation à l'effort. Donc ça, c'est le prochain cours dans lequel vous aurez vraiment toutes les possibilités de compréhension du contrôle de la circulation. Ici, nous allons nous focaliser sur le contrôle de la convection et sur le rôle des gaz respiratoires dans le contrôle de cette convection. Alors, le contrôle de la respiration est un contrôle essentiellement de la convection, donc que ce soit la convection interne ou la convection externe, mais la convection interne, ce sera l'objet du prochain cours. Donc ici, nous allons nous centrer sur la convection externe. Tous les animaux peuvent contrôler la convection du fluide respiratoire, ne serait-ce qu'en s'agitant. Par exemple, on a des annélides qui induisent un renouvellement du milieu simplement en s'agitant à l'intérieur de ce milieu, comme par exemple l'arénicole dans son terrier, par les contractions de son corps, elle peut renouveler le milieu. Bien sûr, s'il y a des dispositifs spécialisés dans le contrôle de la ventilation, la ventilation sera encore mieux contrôlée. Donc par exemple chez l'écrevisse, on a vu le cas de la scaphognatite. Et on se demande si la vitesse de battement de cette scaphognatite est quelque chose qui peut varier et qui peut contrôler la quantité d'eau qui passe à travers les branchies, donc ce qu'on appelle le débit ventilatoire. Ici, le débit ventilatoire a été rapporté à la masse de l'animal afin de pouvoir comparer des écrevisses de différentes tailles. On commence dans la situation normale. Donc l'eau dans laquelle se trouve cette écrevisse a été équilibrée avec une atmosphère parfaitement normale, donc qui contient 21 kPa d'oxygène, et on a laissé le système s'équilibrer. Donc vous voyez que puisqu'il y a à peu près 20 kPa, c'est que cette eau est relativement fraîche, parce que si on était à température plus chaude, on aurait encore moins d'oxygène. Ça nous permet d'avoir le débit ventilatoire de base, qui est inférieur à 100 ml d'eau par minute. Et ça correspond à une certaine quantité d'oxygène qui est fixée par cet animal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité respiratoire. Pour cela, on compare la quantité d'oxygène qui est dans l'eau qui rentre dans la cavité bronchiale, la quantité d'oxygène qui est dans l'eau qui sort de la cavité bronchiale, et la différence entre les deux est la quantité d'oxygène qui a été fixée par l'animal. Et bien sûr, là, il est tout à fait pertinent de le rapporter à la masse de l'animal. Ensuite, on va faire évoluer la pression partielle en oxygène en équilibrant cette eau, non plus avec de l'atmosphère, mais avec un milieu gazeux qui contient de moins en moins d'oxygène. On remplace de l'oxygène par du diazote. Plus le milieu s'appauvrit en oxygène et plus on voit une augmentation du débit ventilatoire. Donc on a l'impression que l'animal est non seulement capable de percevoir la pression partielle en CO2, donc que ça lui sert de stimulus, mais qu'en plus, ce stimulus déclenche une réponse, c'est-à-dire une accélération des battements de la scaphognatite qui induit une augmentation du débit ventilatoire.
Et on a une réponse qui n'est pas linéaire, hein. On a un effet d'accélération quand on commence à se rapprocher des valeurs proches de 5 kPa pour la pression partielle en oxygène. On a une accélération, mais vous voyez que ça va jusqu'à un maximum. Et quand on est en dessous de valeurs qui sont de l'ordre de 2 à 3 kPa, au contraire, on a un ralentissement du battement de la scafognatite. On voyait l'effet du coût énergétique de cette circulation en regardant ce qui se passe en termes de la fixation d'oxygène. Ici, la différence par rapport à la situation contrôle ne peut pas correspondre à de la locomotion puisque l'animal a été immobilisé pour mesurer l'intensité respiratoire, mais ça correspond à l'énergie qui est utilisée pour les muscles qui font battre la scafognatite. Donc on a une dépense énergétique supplémentaire. Et bien évidemment, quand la scafognatite diminue sa fréquence, on a aussi une diminution. Donc ici, on est dans une stratégie extrême quand on passe la zone ici qui est représentée en jaune, où l'animal passe au contraire, n'essaye plus de compenser, d'avoir une réponse à l'hypoxie où il maintient la quantité d'oxygène disponible pour ses organes en accélérant le débit ventilatoire, quitte à dépenser un peu plus d'énergie. Au contraire, quand on passe ce seuil, on n'a plus de réponse à l'hypoxie, mais on a au contraire un phénomène d'adaptation comportementale. Si l'animal était en mouvement, il cesse son mouvement et il cesse aussi, il ralentit ses mouvements de ventilation et il diminue toutes ses activités corporelles. Donc là, on est plutôt dans une stratégie de survie qui ne durera pas, qui ne peut pas durer extrêmement longtemps, mais qui peut permettre à l'animal de passer éventuellement un mauvais cap. En particulier, si vous avez une écrevisse qui est coincée dans une flaque à marée basse, avec l'augmentation de température, on va arriver progressivement vers des pressions partielles en oxygène extrêmement faibles. Au début, l'animal aura donc cette réponse à l'hypoxie. Et ensuite, au moment où la flaque devient le plus chaud, au contraire, elle diminue toute activité. Si possible, elle se cache à un endroit qui est à l'ombre, qui sera un petit peu moins chaud, et elle diminue aussi toutes les activités métaboliques, ce qui permet de diminuer la consommation d'oxygène. Donc là, on est vraiment uniquement dans une phase de survie. Et quand la marée revient, on aura une deuxième réponse à l'hypoxie, au fait qu'il y ait eu un moment d'hypoxie, où on va voir l'animal avoir un battement de la scafognatite très rapide, ce qui lui permet de fixer de l'oxygène et d'éliminer tout le lactate qui a été produit lors de cette phase où tous les organes qui peuvent le faire réalisent la fermentation en accumulant du lactate. Et bien lors du retour de la marée haute, l'animal surventile, il hyperventile, ce qui permet par la respiration cellulaire d'éliminer le lactate. Chez les insectes, il y a aussi un contrôle de la convection et qui n'est pas seulement un contrôle de la ventilation. Certes, il peut y avoir plus ou moins d'air qui circule à travers les trachées, mais il y a encore un système supplémentaire qui est de contrôler la distance de diffusion entre l'air des trachées et les organes. Ça, c'est une particularité des insectes, c'est parce que les insectes n'utilisent pas la convection interne comme système de distribution des gaz respiratoires aux organes. L'air arrive directement aux organes. L'avantage d'avoir un système de convection interne, c'est que justement cette convection interne est contrôlable et permet d'ajuster la quantité d'oxygène qui est délivrée aux organes en fonction de l'activité de l'organisme. Ici, bien sûr, puisque la convection interne n'est pas utilisée dans le phénomène de respiration, il n'y a pas cette possibilité de contrôle. Et donc on va avoir un contrôle direct. Un contrôle direct de la quantité d'oxygène qui parvient aux muscles par un contrôle de la diffusion de l'air entre la trachée et les organes. Pour le comprendre, je vous propose de faire un schéma. Alors faisons le schéma du contrôle de la ventilation de l'air chez un insecte. On va prendre deux situations. La situation de repos et la situation d'effort, par exemple quand l'animal vole, si c'est un insecte volant. Donc je vous rappelle la situation
de repos. Donc l'animal possède une cuticule, des stigmates qui contrôlent l'entrée de l'air. Là, je mets pluriel, mais il y en a qu'un. Ensuite, des gros troncs trachéens. Je vais mettre un sac aérien ici. C'est pas ça qui va nous intéresser, mais c'est pour vous rappeler la structure. Puis des ramifications vers des trachées. Donc ici le tronc trachéen. Puis la trachée, et puis je vais directement faire la ramification en trachéole, même si c'est pas réaliste, hein, il y a des niveaux de ramification supplémentaires que je ne reprécise pas. Et la cellule trachéolaire. Donc la cellule trachéolaire, c'est elle qui synthétise ces trachées. Et il y a du liquide dans les trachéoles qu'on appelle le liquide trachéolaire. Au contact des trachées, on a un muscle. Donc ici, une cellule musculaire au repos. Et au contraire, à côté, elle est en contraction. Et on veut voir ce que ça donne en termes de convection de l'air. Donc on a dit qu'il y a deux types de convection chez l'animal, de direction de convection. Il y a des stigmates thoraciques qui sont plus volumineux et qui permettent un flux antéro-postérieur depuis le thorax vers l'abdomen. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout le flux radial, que l'air vienne de cette circulation antéro-postérieure ou qu'elle vienne du stigmate abdominal. Ce qui nous intéresse, c'est la circulation de l'air, dans un sens puis dans l'autre, bien sûr. Puisque c'est ça qui va déterminer le flux d'air, donc ce qu'on appelle la ventilation. Et en particulier la quantité d'oxygène qui arrive au niveau des cellules musculaires. Donc dans cette ventilation, ici, tout ce que j'ai dessiné sous forme d'une flèche, c'est de la convection. Par contre, ici, il se passe quelque chose de particulier, qui est une dissolution de l'oxygène, ou si on est dans l'autre sens, un dégazage du CO2. Et ensuite, le trajet, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, selon qu'il s'agit d'oxygène ou de CO2, sur tout ce chemin, donc c'est pour ça que je vais le noter en vert, ça, ce n'est pas de la convection, c'est de la diffusion, puisqu'on est en milieu liquide. Et donc, il y a là une distance, qu'on va appeler D, et ça prend un certain temps pour que les gaz puissent diffuser à travers cette distance. Donc là, on a un phénomène qui va ralentir les échanges gazeux, puisque la diffusion tout le long d'une trachéole est quelque chose de
lent et de relativement limité. Et néanmoins, les gaz respiratoires peuvent arriver pour l'oxygène à la cellule musculaire et repartir pour le CO2, et c'est tout à fait suffisant pour le métabolisme respiratoire de repos de cette cellule musculaire. Refaisons le même schéma en cas d'effort. En cas d'effort, les stigmates sont grands ouverts. Les sacs aériens fonctionnent plus, donc je vais les montrer un peu plus volumineux. Ah oui, j'ai rétréci un petit peu le tronc trachéen, j'aurais pas dû puisqu'il n'y a aucun changement de morphologie. Et puis de même, les trachéoles, on essaye de les dessiner identiques parce que rien n'a changé du point de vue de la structure. On est sur des temps beaucoup trop courts, il n'y a pas de changement de structure. Les mouvements abdominaux sont plus importants, ce qui fait qu'on a des flux plus importants d'air. Je l'avais pas noté ici, mais bien sûr, hein, vous aviez compris, c'est de l'air. Mais si on reste dans la situation qui était ici la situation de repos, à savoir du liquide qui remplit quasiment toute la trachéole, comme c'est ici l'étape limitante, augmenter les flux à l'intérieur des troncs trachéens et même à l'intérieur des trachées, en fait ne résout pas tellement le problème puisque c'est pas tellement ça qui est limitant, c'est la diffusion qui est limitante. Alors qu'est-ce qui se passe dans une cellule musculaire qui est particulièrement active? On a une augmentation du métabolisme et donc on a une augmentation du nombre de métabolites qui sont en solution. Si on a une augmentation du nombre de métabolites en solution, ça change le potentiel hydrique qui devient plus négatif. Je note comme ceci le potentiel hydrique. Et si on a un potentiel hydrique plus négatif pour la cellule musculaire que pour les trachéoles, l'eau du liquide trachéolaire peut passer dans la cellule musculaire. De ce fait, le volume de liquide trachéolaire baisse. Et les processus sont toujours les mêmes. Convection, dissolution, diffusion. Si ce n'est que maintenant, la nouvelle distance D' est beaucoup plus courte. Et cette réduction de la distance de diffusion accélère le processus de circulation des gaz. Parce qu'il peut y avoir convection aussi à l'intérieur des trachéoles. Donc les gaz d'oxygène va beaucoup plus loin par convection. Or, la convection, c'est très rapide, hein, puisque c'est de mouvement du fluide. C'est extrêmement rapide, alors que la diffusion est beaucoup plus lente. Donc, tout ce trajet de la trachéole est fait par convection, ce qui fait que l'oxygène peut arriver en plus grande quantité dans la cellule musculaire, et inversement, le CO2 peut plus facilement dégazer et repartir. Donc ici, c'est un contrôle, vous voyez, un contrôle parfaitement local de la distribution de l'oxygène aux cellules musculaires. Il y a aussi chez un insecte une circulation d'hémolymphe, mais ça n'a rien à voir, hein. On pourrait la rajouter quelque part par là, il y a des circulations d'hémolymphe, mais ça ne fournit pas l'oxygène. Tiens, on va la rajouter parce que souvent, après, vous oubliez, puis vous mettez plus de circulation d'hémolymphe. Donc rajoutons l'hémolymphe pour les insectes. Ça fournit le glucose et les acides aminés, mais pas les gaz respiratoires. Donc le rôle est tout à fait différent. Les gaz respiratoires arrivent directement à la cellule musculaire et l'hémolymphe fournit les autres nutriments habituels. Donc ici, on peut mettre le titre. C'est un contrôle local de la distribution
de l'oxygène aux cellules. Chez les insectes, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrôle plus général, mais ce contrôle plus général, il est ici sur la ventilation. Donc ça, c'est le contrôle des mouvements respiratoires qui inclut une plus grande ventilation. Donc ça, c'est pas local, hein, c'est un contrôle qui se fait par le système nerveux. J'ai encore la place, voilà. Un contrôle nerveux des mouvements respiratoires déclenché par l'augmentation de la quantité de CO2. Mais il y a en plus un contrôle parfaitement local à l'échelle des cellules trachéolaires. Et la situation est bien sûr totalement réversible, puisque quand on va repasser au repos, un certain nombre de métabolites disparaissent de la cellule musculaire et l'eau peut re-rentrer à l'intérieur de ce système de trachéole. Ici, j'ai mis la cellule trachéolaire complètement passive, mais la cellule trachéolaire intervient aussi dans ce processus. Elle change activement de potentiel hydrique et une partie de l'eau part aussi dans la cellule trachéolaire et une partie de l'eau revient aussi à partir de la cellule trachéolaire. Mais je ne vous le dis pas compliqué, on veut vraiment ici montrer comment l'ajustement se fait à l'activité de l'organisme via simplement l'activité elle-même de cet organisme et des processus physico-chimiques relativement simples.